Dans les tranchées ukrainiennes, on n'entend plus seulement l'ukrainien et le russe, on y entend aussi l'espagnol, le géorgien, parfois le coréen. Après plus de 3 ans de combat, cette guerre est devenue l'une des plus grandes mobilisations de combattants étrangers que le monde ait connues depuis des décennies. Des deux côtés du front, des dizaines de milliers d'hommes venus d'autres continents se battent, meurent ou survivent dans la boue. Voyons précisément qui ils sont, combien ils sont et ce que cela révèle militairement de cette guerre. Une précision d'abord en une ligne. Tous les nombres qui suivent sont des ordres de grandeur, tirés de sources ukrainiennes, occidentales et de recoupements de renseignements. Personne ne connaît le chiffre exact d'un jour à l'autre, mais les proportions elles sont solides et disent l'essentiel. Commençons par le côté ukrainien, environ 6000 volontaires étrangers combattent aujourd'hui dans les rangs de Kiev venus d'environ 72 pays différents. C'est un chiffre qui donne le vertige. Des hommes de 72 nationalités qui ont fait le choix de traverser la planète pour aller se battre dans une guerre qui sur le papier n'était pas la leur. Parmi ces volontaires, un groupe domine largement. Environ 40% d'entre eux sont des latino-américains. Ce n'est pas un détail, c'est le fait central du volontariat pro-ukrainien. La guerre d'Ukraine attire massivement des hommes d'Amérique latine, et il y a des raisons précises à cela. Le cas le plus significatif, c'est celui des Colombiens. On estime à environ 2000 le nombre de Colombiens intégrés à la 47e brigade mécanisée de l'armée ukrainienne. 2000 hommes dans une seule et même grande unité. Ce ne sont pas des amateurs, beaucoup sont des vétérans de la longue guerre menée par l'armée colombienne contre la guérilla des FARC. Ce sont des soldats d'infanterie légère aguerris, habitués aux combats asymétriques, à la jungle, aux embuscades, à des décennies d'affrontements. Ils transposent aujourd'hui cette expérience au froid glacial de l'Europe de l'Est et au bombardement d'artillerie lourde, un environnement radicalement différent de celui qu'ils connaissaient. La motivation n'est pas seulement idéologique, et il faut le dire clairement, car c'est une information de guerre. Ces Colombiens sont recrutés avec des soldes de plusieurs milliers de dollars par mois, sur des contrats d'une durée d'environ 6 mois. Pour un vétéran colombien, cette somme représente plusieurs fois ce qu'il gagnerait chez lui. C'est un mélange de soldes attractives, de compétences militaires réelles et d'un véritable marché du combat qui s'est mis en place à l'échelle internationale. À côté des Colombiens, on trouve des Brésiliens, des Péruviens, des Argentins et même des Biélorusses qui combattent dans les tranchées ukrainiennes. Les volontaires biélorusses ont une motivation particulière. Beaucoup considèrent qu'infliger une défaite militaire à la Russie et en Ukraine est le chemin vers la libération de leur propre pays du régime de Loukachenko. Pour eux, cette guerre est une extension de leur propre combat. Mais l'organisation du volontariat pro-ukrainien va bien au-delà de ces contingents nationaux. Plusieurs formations structurées existent, et il faut les nommer car ce sont elles qui comptent militairement. La plus ancienne et la plus établie, c'est la Légion géorgienne. Elle est présente sur le sol ukrainien depuis 2014, c'est à dire depuis la toute première phase du conflit, bien avant l'invasion à grande échelle. Les combattants géorgiens sont considérés comme la force étrangère la plus expérimentée au service de Kiev. Ils sont particulièrement actifs sur le front Est, où ils se sont spécialisés dans le tir d'artillerie et les opérations spéciales derrière les lignes ennemies. Il y a ensuite le bataillon Bolivar, nommé d'après le grand libérateur de l'Amérique du Sud. Cette unité rassemble des combattants hispanophones, d'anciens soldats venus du Venezuela, de Colombie, d'Équateur et d'Argentine. Le bataillon Bolivar mène des missions critiques, notamment sur les axes de Kharkiv et de Zaporizhzhia. Sa spécialité, c'est le combat urbain, la reconnaissance, les patrouilles et les embuscades de type frappe et repli contre les lignes de ravitaillement russes. Il faut aussi mentionner les unités composées de citoyens russes qui combattent contre leur propre gouvernement. La Légion de la Russie libre et le bataillon sibérien regroupent des Russes qui ont pris les armes directement contre le régime de Poutine. Ils nettoient les tranchées russes, notamment sur le front de Zaporizhzhia. À cela s'ajoutent des bataillons tchétchènes, formés d'opposants au dirigeant Kadyrov, qui frappent les colonnes blindées russes dans des embuscades et poursuivent, en Ukraine, un vieux règlement de comptérité des guerres de Tchétchénie. Un point militaire important, au fil des années, l'armée ukrainienne a fait évoluer la manière dont elle emploie ses étrangers. Au début, beaucoup combattaient dans des bataillons indépendants, isolés, donc vulnérables. Aujourd'hui, une grande partie d'entre eux a été intégrée dans des régiments d'assaut réguliers de l'armée ukrainienne. Concrètement, cela veut dire qu'ils bénéficient désormais d'un armement plus lourd, de réseaux logistiques avancés et d'une capacité de drone bien supérieure. Ils sont devenus la pointe acérée d'un mécanisme militaire plus large, au lieu de petits groupes fragiles livrés à eux-mêmes. C'est une professionnalisation du volontariat étranger. Venons-en maintenant à un sujet qui a fait beaucoup de bruit et qu'il faut traiter honnêtement car il a été largement déformé. Il s'agit des volontaires asiatiques du côté ukrainien. Oui, il existe des individus venus de Chine, du Japon, de Hong Kong et de Taïwan qui combattent pour l'Ukraine, mais il faut immédiatement dire ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas. Ce sont des individus isolés.
Ce ne sont pas des armées d'État. Ils agissent souvent contre la politique officielle de leur propre gouvernement et c'est précisément ce qui rend leur cas particulier. Prenons le cas chinois. La Chine, en tant qu'État, soutient la Russie. C'est un fait établi. Pékin fournit à l'effort de guerre russe une aide industrielle et logistique considérable, allant de composants électroniques à des pièces pour drones. Le gouvernement chinois est un allié stratégique de Moscou, donc quand quelques citoyens chinois choisissent d'aller combattre du côté ukrainien, ils le font en rupture totale avec la ligne de leur propre pays. Ce sont des cas individuels, marginaux en nombre, motivés par un rejet personnel du régime. De même, le Japon n'a envoyé aucune aide militaire directe à l'Ukraine, sa constitution pacifiste l'en empêchant. Les quelques Japonais présents sur le front sont là encore des individus qui agissent seuls, en dehors de toute politique d'État. Il faut aussi être clair sur un point de vérification. Le titre spectaculaire d'un prétendu corps de volontaires asiatiques, présenté comme une nouvelle unité officiellement structurée, doit être donné pour non vérifié. Il circule beaucoup, mais il n'est confirmé par aucune source solide. La réalité vérifiable, ce sont des individus dispersés, pas une légion asiatique organisée. Et l'idée d'un cauchemar pour le dirigeant chinois, tel qu'on la lit dans certains titres accrocheurs, est très exagérée, car quelques citoyens chinois isolés ne changent rien à la posture de Pékin, qui reste solidement du côté russe. Voilà pour la mise au point, et passons à ce qui pèse vraiment, car militairement, le côté le plus significatif de toute cette histoire de combattants étrangers, ce n'est pas l'Ukraine, c'est la Russie. Les chiffres y sont plus élevés, et la réalité bien plus sombre. Selon les rapports du renseignement ukrainien, au moins 28 000 combattants étrangers ont, d'une manière ou d'une autre, rejoint ou été contraints de rejoindre l'armée russe depuis le début des combats. 28 000, c'est près du double du chiffre ukrainien. Et la nature de ces effectifs est radicalement différente. L'élément le plus important, celui qu'il faut retenir en priorité, c'est le déploiement nord-coréen. On estime à au moins 14 000 le nombre de soldats nord-coréens envoyés combattre aux côtés de la Russie. La différence fondamentale avec tout le reste, c'est que ce déploiement n'est pas une affaire de volontaires individuels ou de mercenaires, c'est un déploiement d'État. La Corée du Nord a envoyé ses soldats dans le cadre d'un accord au sommet entre Pyongyang et Moscou. C'est une armée d'État étrangère qui combat directement dans cette guerre. C'est le développement stratégique majeur de tout ce dossier. Et de loin, ces soldats nord-coréens ont été engagés massivement, notamment dans les combats intenses de la région de Koursk, sur le sol russe lui-même. Et ce qu'on en sait est effrayant. Ces hommes, complètement étrangers à la guerre moderne des drones, sont fauchés face aux essaims d'appareils. L'imagerie satellite et les registres officiels de commémoration à Pyongyang confirment des pertes très lourdes. Ils ont été utilisés en vague d'assaut dans une guerre technologique qu'ils ne connaissaient pas. Que reçoit la Corée du Nord en échange de ces hommes? Beaucoup. Pyongyang obtient de Moscou de la technologie de missiles balistiques, des plans de sous-marins avancés et des livraisons vitales de nourriture. C'est un troc au niveau des États où les soldats nord-coréens sont littéralement une monnaie d'échange contre du transfert de technologie militaire. Cela seul suffit à comprendre pourquoi ce déploiement inquiète autant les capitales occidentales. Mais les étrangers dans l'armée russe ne se limitent pas aux Nord-Coréens. Des milliers d'autres hommes viennent de Cuba, du Népal, de l'Inde, ainsi que d'Afrique. Et leur histoire est celle d'une tromperie de masse. La grande majorité de ces individus viennent de pays économiquement fragiles. Contrairement aux volontaires idéologiques, qui n'ont le plus souvent aucune idée du conflit dans lequel on les jette. Le système mis en place par la Russie les piège. Ils diffusent de fausses annonces sur les réseaux sociaux, promettant des emplois de chantier bien payés, des bourses d'études ou une naturalisation rapide. Un mécanisme précis a été identifié. Des organisations culturelles opérant sous le nom de maisons russes ont été dans certains cas détournés en centres de recrutement de mercenaires, ciblant les segments les plus pauvres de l'Afrique et de l'Asie du Sud. Ces hommes arrivent à Moscou en pensant devenir ouvriers ou étudiants. Sur place, on leur confisque le passeport, on leur fait signer des contrats militaires entièrement en russe, une langue qu'ils ne comprennent pas, sous couvert de permis de travail. Leurs billets de retour sont annulés, après 1 ou 2 semaines d'entraînement, on leur remet un équipement dépassé, et on les envoie au front. Ce qui les attend là-bas est atroce. La barrière de la langue est mortelle. Ils ne comprennent pas les ordres russes à la radio, ce qui provoque des tirs fratricides et des positions perdues. Les généraux russes les emploient comme troupes de première vague, comme chair à canon envoyée dans les champs de mines pour attirer le feu de l'artillerie ennemie. Pendant que les unités russes d'élite restent à l'abri à l'arrière, ceux qui tentent de reculer sont menacés d'exécution par les troupes de barrage placées derrière eux. Le résultat est chiffré, et il est glaçant.
Selon les analyses du renseignement ukrainien, la durée de survie moyenne d'un étranger combattant du côté russe en première ligne est d'environ 150 jours. 150 jours. Un étranger sur 5 engagés du côté russe est tué ou blessé dans les premiers mois. Pour le commandement russe, ces hommes sont un matériel jetable. Alors, qu'est-ce que tout cela nous apprend militairement sur cette guerre? 2 enseignements majeurs. Le premier, c'est que les 2 camps sont allés chercher de la main-d'œuvre à l'étranger. C'est le signe d'une guerre d'usure. Quand un conflit dure aussi longtemps et consomme autant d'hommes, les armées locales ne suffisent plus et les États se tournent vers l'extérieur pour combler les rangs. L'Ukraine attire des volontaires par conviction et par la solde. La Russie, elle, recrute par la tromperie, par la contrainte et par des accords d'État. Mais dans les 2 cas, la logique est la même. On importe des combattants parce que la guerre en dévore trop. Le second enseignement le plus lourd de conséquences, c'est le déploiement nord-coréen. C'est là que se joue la vraie bascule stratégique. Pour la première fois, une armée d'État étrangère est engagée en masse dans ce conflit, en échange de transferts de technologies militaires sensibles. Cela transforme une guerre régionale en un dossier de sécurité internationale, avec des ramifications jusqu'en Asie de l'Est. Et cela nous amène à la France et au Canada, car ce dossier les concerne directement. D'abord, la question du statut juridique. Des citoyens français et canadiens sont partis combattre en Ukraine comme volontaires. Cela pose des questions de droit dans leur pays d'origine. Selon les législations, s'engager dans une force armée étrangère peut avoir des conséquences légales pour un citoyen et les autorités suivent ces départs de près. Ensuite, des volontaires occidentaux, y compris francophones, font partie des étrangers présents dans les rangs ukrainiens, notamment au sein de la Légion internationale mise en place à l'appel de Kiev. Ils partagent les mêmes tranchées que les Colombiens et les Géorgiens. Enfin, et c'est le point le plus important pour la sécurité des alliés, l'implication de la Corée du Nord change la donne. Quand Pyongyang envoie 14 000 soldats combattre en Europe et reçoit en retour de la technologie de missiles et de sous-marins, ce n'est plus seulement l'affaire de l'Ukraine. C'est un enjeu de sécurité directe pour la France, le Canada et l'ensemble des alliés, car cela renforce militairement un régime hostile et crée un précédent, celui d'un axe militaire entre la Russie et la Corée du Nord. Résumons l'essentiel. Cette guerre est devenue une gigantesque arène internationale. Du côté ukrainien, environ 6 000 volontaires de 72 pays, dominés par les latino-américains, avec au premier rang 2000 Colombiens aguerris, encadrés dans des formations structurées comme la Légion géorgienne, le bataillon Bolivar, la Légion de la Russie libre, le bataillon sibérien et des bataillons tchétchènes. Du côté russe, au moins 28 000 étrangers, dont au moins 14 000 Nord-Coréens envoyés par un accord d'État, et des milliers d'hommes de Cuba, du Népal, de l'Inde et d'Afrique, piégés par la tromperie et envoyés à la mort avec une survie moyenne d'environ 150 jours. 2 modèles opposés donc. D'un côté, un volontariat mêlant conviction et solde. De l'autre, un système de contraintes et de chair à canon, doublé d'un déploiement d'État nord-coréen qui constitue le vrai tournant stratégique de cette phase de la guerre. Voilà ce que révèlent les combattants étrangers de la guerre d'Ukraine. Non pas une histoire de héros ou de traîtres, mais le portrait cru d'une guerre d'usure qui a débordé de ses frontières et qui puise désormais ses soldats sur presque tous les continents.